Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Il est une voix qui résonne sur les deux rives de la Méditerranée, cette Méditerranée qu'il a vu grandir depuis cette ville lumineuse de Tanger, Tanger où il expose depuis ce 15 juillet et pour 2 mois l'expression de son inspiration ou plutôt de son travail artistique, des tableaux peints de 2013 à 2023 que le public peut voir à l'Institut français de Tanger. Et ces œuvres sont signées Tahar Benjeloun, que nous avons le plaisir de recevoir ce matin sur Médien TV. Tahar Benjeloun, écrivain franco-marocain, prolifique, lauréat du prix Goncourt depuis 1987. Bonjour à vous, Tahar Benjeloun. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, merci. Quand on parle de Tahar Benjeloun, on pense à l'écrivain. Mais là, on vous retrouve en tant qu'artiste. Alors, est-ce que entre la peinture et les mots, il y a une frontière que l'on ne parvient pas à voir tout le temps? Oh, il y a une continuité, il y a une parenté en tout cas. L'exposition actuelle à la Galerie de la Croix, qui est une très belle galerie qui relève du consulat français au Maroc, est une très belle galerie où nos grands peintres ont déjà exposé. C'est un bel espace. Et là, j'ai voulu montrer un peu 10 ans de travail. 10 ans... parce que je me partage mon temps entre l'écriture et la peinture. J'ai toujours peint et dessiné depuis l'enfance, hein. C'est pas nouveau. Et en même temps, je voudrais donner, autant que dans mon œuvre littéraire, je me préoccupe des problèmes. La littérature, c'est des problèmes. Autant dans la peinture, je me préoccupe plutôt de la joie, de la lumière, de la danse et du plaisir, quoi, parce que j'espère que mes toiles aident à mieux respirer et à trouver le bonheur. Alors, vous dites, c'est exposer, en fait, peinture, c'est aller au-delà des mots. Justement, on vous connaît à travers vos écrits, mais que dites-vous dans vos tableaux de peinture? Que dites-vous dans votre expression artistique, dans vos tableaux? Dans mes tableaux, encore une fois, je suis à la recherche de la lumière qui nous permet d'être heureux. C'est important. Tous les peintres qui sont passés par Tanger, par exemple, je parle de la Croix, Matisse le plus important, Claudio Bravo, et les peintres tangérois, Hamri, Idrissi, tous ces peintres-là ont eu le souci de la lumière, parce que Tanger a une lumière exceptionnelle, magnifique, parce qu'elle est bordée par la Méditerranée d'un côté et l'Atlantique, et ça donne une possibilité de lumière magnifique. Et donc, tous les artistes qui viennent ici recherchent cette lumière. Bon, moi, évidemment, étant passé mon enfance ici, ma jeunesse en tout cas, j'ai toujours été impressionné par cette lumière et je la redonne sous forme de signes, disons, de choses très, des choses très simples, hein, des portes qui s'ouvrent sur la liberté, des cieux magnifiques, bleus, peut-être des signes qui rappellent certains oiseaux du bonheur, etc. Donc, j'essaie un petit peu de donner un peu d'optimisme dans ma peinture par rapport à ce que j'écris, qui n'est pas toujours très optimiste. Alors, en quoi Tanger vous a inspiré, vous? Tanger, comme je vous ai dit, est une ville spéciale, hein, elle est à part. Hein. On a cette originalité magnifique, la Méditerranée d'un côté et l'Atlantique de l'autre. Et puis, ça constitue une originalité. Et puis, Tanger a une histoire intellectuelle, artistique. Beaucoup d'artistes sont passés par là, des écrivains, des poètes, des voyageurs, Ibn Battuta, bien sûr, le Tangérois qui est parti de Tanger pour faire le tour du monde. Et puis, c'est une ville où Tennessee Williams, par exemple, a écrit ici la pièce Soudain l'été dernier, dans un petit hôtel qui donne sur la plage. Et puis, il y a Francis Bacon qui venait souvent ici boire beaucoup et peindre un peu. Et puis, il y a bien sûr
mon ami Claudio Bravo, qui nous a quittés il y a une dizaine d'années, et qui a énormément aimé cette ville et qui l'a peint aussi. Donc, pour moi, Tanger, c'est la ville artistique par excellence. Alors, qu'est-ce qui rend Tahar Bengelloune mieux compris? Est-ce les écrits ou le dessin? Il est évident que les écrits sont plus clairs, sont plus nets. Une histoire, c'est une histoire, on la raconte, on voit bien de quel côté je penche. Là, la peinture, c'est on aime, on n'aime pas. Question d'émotion, ou bien vous êtes devant une toile, ça vous parle ou ça vous dit rien du tout. L'autre soir, au vernissage, il y avait mon ami l'ambassadeur de France à Rabat qui est venu, qui a inauguré cette expo, et il m'a posé des questions sur certaines toiles, et je lui ai dit, vous savez, monsieur l'ambassadeur, moi je ne suis pas capable de parler de mes toiles. Si elle ne parle pas elle-même, ce n'est pas la peine d'ajouter des mots, hein. Ou bien vous aimez ou vous n'aimez pas. Enfin, il a aimé, c'est d'après ce qu'il m'a dit. Mais il y a eu une personne qui est venue me dire, je voudrais savoir ce que vous voulez dire par là. Je lui ai dit, écoutez madame, c'était une dame, je n'ai pas de message. Le message, comme disait Georges Simenon, quand on a un message, on va à la poste, on envoie un télégramme. À l'époque, on envoyait des télégrammes. Aujourd'hui, on envoie un SMS. Donc, je n'ai pas de message. C'est une présence. On se balade dans la galerie. C'est une très belle galerie, assez grande. Et puis, on est ému ou pas ému. On aime ou on n'aime pas. Et c'est gratuit. Ça n'a pas d'intérêt immédiat. Je ne suis pas en train de... Si par exemple, on prend la toile la plus connue de Picasso, Guernica, il est évident qu'avec Guernica, Picasso voulait dire quelque chose de très précis, une dénonciation du bombardement de cette ville par les Allemands. Et d'ailleurs, on raconte une histoire. Un jour, un officier allemand vient voir Guernica et il se tourne vers Picasso, qui était à l'époque pas aussi connu qu'après. Il lui a dit, qui a fait ça? Et Picasso lui dit, vous. Donc, évidemment, Guernica, c'est une œuvre engagée, politique, c'est évident. Vous prenez le cri de Munch, ben, le cri, c'est un geste, cette femme qui est là, qui angoisse, ça veut dire quelque chose. Mais vous allez chez Matisse, Degas ou Manet, il peint la nature, tout simplement. Et puis, la nature de Manet, c'est pas la nature réelle, c'est la nature telle que lui l'aperçoit et la voit. Donc, il ne faut pas chercher des messages là où il y a la contemplation et le bonheur de regarder de belles choses. C'est tout. C'est intéressant. Alors, cela dit, comme et c'est bon à savoir que Tahar Bengelloune n'a pas commencé à peindre maintenant. Vous y êtes depuis bien longtemps. Et là, jusqu'au 15 septembre, ce qui est exposé, ce sont vos tableaux de 2013 à 2023, donc durant une décennie. Mais cela ne fera pas, peut-être que la peinture ne prendra peut-être jamais le dessus sur l'écriture, puisque vous continuez toujours d'écrire avec votre dernier roman, Les Amants de Casablanca. Ce sont des choses différentes. Dans Les Amants de Casablanca, je raconte une histoire de conjugalité, d'amour, de trahison, de Casablanca, qui est une ville qui est le poumon du Maroc, une ville pleine d'énergie, pleine de folie. Et mon histoire se passe dans cette ville. Et donc, Les Amants de Casablanca racontent une histoire. Et d'ailleurs, une peinture assez violente d'une ville vivante. Je ne sais pas si elle est belle ou pas, j'en sais rien. Moi, je trouve que c'est une ville très, très étrange, mais intéressante comme ville. C'est pas comme Tanger. Tanger est une belle ville. Casablanca, c'est une ville pleine d'énergie, de dynamisme. Ceux qui y habitent l'adorent. Moi, un peu moins. Mais si vous lisez le roman Les Amants de Casablanca, vous verrez que Casablanca joue un rôle important dans la relation entre cet homme et cette femme qui se marient et qui vont vivre des histoires compliquées. Alors,
vous êtes, comme je le disais tout à l'heure, un écrivain prolifique, hein, entre autres. J'écris tous les jours. Vous écrivez tous les jours. C'est mon travail, c'est mon métier. En tout cas. Et alors, disons, avec tout ce que vous avez écrit, je rappelle qu'en 1987, vous étiez lauréat du prix du Goncourt. Aujourd'hui, avec le temps, selon vous, quelles sont les thématiques qui vont faire le Tahar Ben-Jelloun d'aujourd'hui? Vous savez, écoutez, souvent quand un écrivain décède, dans les informations, j'écoute toujours ça, ils disent ils vont donner 2 ou 3 œuvres fondamentales de cette œuvre, de cet auteur. Moi, ils vont dire, il a eu le Goncourt en 87, et puis il a écrit Le racisme expliqué à ma fille, qui est un best-seller mondial, comme tout le monde le sait. J'y suis pour rien, c'est-à-dire que j'ai fait un travail réellement pour expliquer le racisme à ma fille et ses petites amies, là, ses copines. Et en fait, c'est devenu un livre étudié dans les écoles du monde entier. Et donc, c'est un livre, c'est devenu, à mon insu, devenu un livre classique. Donc, ce que je suis aujourd'hui, je continue mon chemin. Moi, je raconte, c'est comme si je construisais une maison, et chaque pierre est une œuvre ou un livre ou une page. Je construis une œuvre. C'est un travail quotidien. Et toutes les œuvres se répondent les unes avec les autres. Enfin, les livres, ils ne sont pas isolés. On retrouve dans Les Amants de Casablanca peut-être quelque chose de Partir, le livre que j'ai publié en 2016. On retrouve peut-être Le Dernier Ami là-dedans aussi. Enfin bref, il y a une parenté avec tous mes livres. Alors, et là, est-ce que vous êtes sur un projet d'ouvrage, un nouveau projet sur lequel vous travaillez? Là, j'ai pas de projet, mais j'ai 2 livres qui vont sortir en septembre-octobre. D'abord, un dictionnaire amoureux du Maroc, dans la fameuse collection des éditions Plomb. Il y a un dictionnaire amoureux de tellement de pays, sauf le Maroc, donc on m'a sollicité pour ça. Ça sort au mois d'octobre. Et puis, je sors un livre pour enfants qui s'appelle Les arbres racontés aux enfants. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la forêt et aux arbres, j'ai été stupéfait, par mon ignorance, et par tout ce que j'ai appris. Donc je communique ça aux enfants entre 10 et 12 ans. Surtout dans ce contexte de réchauffement climatique et de la nécessité de défendre la cause environnementale. Alors, absolument. Alors, vous êtes un écrivain, on peut dire engagé aussi, vous donnez votre point de vue sur l'actualité. Et on voit, vous êtes, comme je le disais, une sorte de jonction entre les 2 rives, la rive nord méditerranéenne et celle sud. Aujourd'hui, alors vous êtes franco-marocain aussi, les relations entre la France et le Maroc, c'est un partenariat d'exception habituellement, mais peut-être qui traverse une zone de turbulence. Quel est le point de vue de Tahar Ben-Jelloun dans tout ça? Vous savez, mon point de vue n'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir si la France l'État français, avec son président Emmanuel Macron, va changer son fusil d'épaule et comprendre que ce qu'il faut miser, c'est sur le Maroc qu'il faut miser et non pas sur l'Algérie, parce que l'Algérie, qui est un pays important, un peuple dynamique et formidable, mais avec une junte militaire qui ne donnera rien à la France et qui continuera à exploiter ce que Macron lui avait dit, la rente mémorielle. Bon, et que le Maroc, lui, n'a pas de rente mémoriale à exploiter vis-à-vis de la France. Et qu'il faut plutôt miser sur cette amitié traditionnelle. Et on attend beaucoup de la France qu'elle rejoigne les autres pays européens et notamment qu'elle rejoigne aussi Israël, comme ça vient de le faire, de reconnaître la marocanité du Sahara, parce que c'est une évidence historique, politique, et qui est empêchée depuis 45 ans, depuis 1975, par la junte algérienne qui s'oppose d'une manière hystérique et systématique à toute solution de paix dans la région.
Donc, aujourd'hui, après les États-Unis, après l'Allemagne, après l'Espagne, après l'Autriche, la Suisse, etc., même l'Italie, il est tout à fait évident que la France devrait emboîter le pas à tous ces gens-là et dire, bon, ben, évidemment, le Sahara est marocain d'un point de vue historique, d'un point de vue politique et culturel, et que tout le reste, c'est des magouilles du voisin qui cherche bien sûr à avoir un débouché sur l'Atlantique, mais qui a pris le chemin de conflits et de la dispute permanente. Alors, du côté au-delà de ce que vous attendez du président français, c'est une question aussi de classe politique, de nouvelle génération. Est-ce que vous ne pensez pas que la compréhension ou l'image qu'on avait du Maroc dans la traditionnelle classe politique française, cette image-là mérite d'être corrigée aujourd'hui au regard des évolutions du Maroc? C'est vrai que l'ancienne génération, je pense évidemment Chirac, Mitterrand, François Mitterrand avait une bonne relation avec le Maroc, Chirac aussi, même Sarkozy et François Hollande. Macron, lui, il n'a pas compris la subtilité de la situation maghrébine. Sa sensibilité n'est pas là, elle est ailleurs. Et de toute façon, je pense que il est en train de comprendre qu'il a fait fausse route et qu'il va finir peut-être par rejoindre la raison et apaiser cette espèce de crise entre la France et le Maroc qui ne sert pas les intérêts des peuples français et marocains. Il n'y a aucune raison que ça continue comme ça. Il n'y a aucune raison que les Marocains soient, disons, mal vus par le pouvoir français, ni le contraire. Nous sommes entre la France et le Maroc, il y a une telle tradition d'amitié qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Ils ne comprennent pas cette espèce de crise. Et il est temps que le président Macron se rende compte de ça et prenne avoir le courage d'affronter en fait l'Algérie. Parce que son problème à lui, c'est quoi? S'il prend une position favorable au Maroc, une position, disons, historique et juste, il va avoir devant lui une junte militaire algérienne méchante et conflictuelle. Et déjà, dernièrement, le président algérien devait venir en France, il est parti à Moscou, une façon de dire à l'Europe, voilà ce que je fais. Et puis, ils ont ajouté une strophe dans l'hymne national qui est défavorable à la France, bien sûr. Ils sont en train de cultiver la mauvaise mémoire et de cultiver la haine entre les deux pays. C'est pas bien. C'est pas bien. Ils devraient plutôt penser à leur peuple, penser à la prospérité de leur peuple plutôt que de nourrir des conflits. Alors, il nous reste à peine une minute. Vous l'avez évoqué, cette question du Sahara avec la France, assez rapidement. Pensez-vous que Paris fera ce pas-là? Il le fera parce qu'il ne pourra pas faire autrement dans la mesure où la crise ne peut pas se perpétuer à l'infini. Parce qu'il y a trop d'intérêts. Le Maroc est le premier partenaire, la France est le premier partenaire du Maroc, et il y a des intérêts au milieu. Et puis il y a une logique, historique, politique, qui fait que la France devrait rejoindre les Européens, comme les Allemands, les Espagnols, etc. Voilà, c'est une logique politique que la France ne peut pas éviter. Merci à vous, Tahar Benjelloun, que nous avons reçu aujourd'hui en tant qu'écrivain, mais aussi artiste peintre, à l'occasion de l'exposition qui a lieu actuellement à Tanger, à l'Institut français de Tanger. Alors, cette exposition est intitulée Éclat de lumière, qui expose 10 ans de travaux artistiques de l'écrivain et artiste peintre Tahar Benjelloun. À la Galerie de la Croix. À la Galerie de la Croix à Tanger. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.